Est-ce que tu peux parler un petit peu des pièges principaux qu'on trouve en statistique? Ouais, alors c'est interminable, le nombre de biais potentiels. Heu, je pense alors, commençons par une première série de biais qui sont extrêmement intéressants. Tu parlais de causalité et je Mmh. pense qu'en fait, c'est important et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, sert pour la recherche, mais aussi dans la vie de tous les jours, de comprendre la causalité. Parce qu'en fait, souvent, on réfléchit à des choses, on discute avec des gens, on dit: «Il s'est passé ça et ça», mais en fait, justement, c'est juste des corrélations, des choses qui bougent ensemble et en comprenant et en arrivant à modéliser ça et à structurer sa pensée d'une manière statistique, on Mmh. arrive à comprendre qu'est-ce qui peut faire que c'est pas causal et qu'est-ce qui ferait que c'est peut-être autre chose qui cause ça. Et du coup, pour lier à ça, en fait, ce qui questionne la causalité, il y a 3 biais potentiels ou 3 sources de ce qu'on appelle endogénéité, qui sont en fait les barrières à mesurer quelque chose de causal. Ces trois problèmes sont ce qu'on appelle les erreurs de mesure, la causalité inverse et le biais de variable mise. Et je Mmh. pense, on va faire juste avec les deux plus communs. Les erreurs de mesure, c'est un petit peu subtil, donc on va juste prendre les deux plus communs, c'est la causalité inverse et les biais de variable mise. Par exemple, la causalité inverse, très simple. C'est si on regarde la relation entre le nombre de forces de police aux US ou n'importe où et le crime, il y a une relation qui est positive. Est-ce que ça veut dire que les policiers font plus de crimes, causent plus de violence? Clairement pas. Et tout le monde a déjà en tête la réponse, c'est que c'est la causalité inverse. C'est que là où il y a plus de crimes, on met plus de forces de police. Et donc, il y a un problème de causalité inverse. Et pour mesurer cet effet causal, eh ben, il faudrait trouver des endroits où on arrive à augmenter ou diminuer aléatoirement le nombre de policiers d'une telle manière que ça ne dépend pas du niveau de crime. Et là, on arriverait à voir s'il y a une variation, si plus de forces de police aident en fait à diminuer ou non. Et ce qui est lié à ça, c'est un peu, on peut le voir, on peut lui donner plusieurs noms, mais le Covid, ça parle en général à tout le monde, à part des stats de long en large, tout le monde est expert en stats sur ce sujet. Euh, et, et par exemple ici, on peut simplement voir que si on met ensemble de nouveau deux variables, simplement de manière très simple, deux éléments, on regarde ce que peut-être les pays qui ont mis une mesure de confinement plus forte sont ceux où il y a le plus de cas. Mmh. Est-ce que ça veut dire que le confinement augmente l'étendue du virus? Alors non, clairement pas. Et là, je peux le dire non parce qu'on a de nombreuses études, notamment un de nos papiers, où on étudie très clairement ça et on essaye d'approcher un effet causal. Et en fait, c'est plutôt parce que les pays qui sont dans une plus mauvaise posture, c'est-à-dire qui ont plus de cas, vont mettre des mesures plus fortes de confinement, causalité inverse. Mmh. Et l'autre biais potentiel, qui est très connu aussi, c'est le biais de variable mise. Ici, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte dans notre analyse un facteur qui serait essentiel et qui, en fait, on regarde l'effet de A sur B, mais en fait, c'est C qui est en train d'influencer ces deux facteurs. C'est quelque chose qui est central. Les statistiques, ça aide aussi dans la compréhension plus globale du monde, qu'en fait, rien n'est tout est multifactoriel. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va jamais dire, en fait, il y a ça qui influence ça et c'est l'histoire finale. Non, ça, c'est un des facteurs qui contribue à expliquer une partie de la variabilité. Et ensuite, il y en a un tas d'autres. Donc, on peut avoir 10 recherches qui disent ah, mais c'est ça qui augmente la force, c'est ça qui augmente la vitesse. Potentiellement, elles sont toutes vraies. Elles expliquent différentes parts de la réalité, d'une réalité globale commune. Mmh. Et, et de nouveau, des exemples de biais de variable mise, un exemple vraiment très simple et bête que je par la tête, c'est pour reprendre cet exemple des étudiants, si on regarde le nom, imaginons qu'on regarde la température, voilà, la température dehors et s'il fait beau, la météo à Dorigny, à l'université de Lausanne, ou un endroit magnifique pour faire des grillades. Et on regarde le lien entre cette température et ces conditions climatiques sur Lausanne avec le temps que les étudiants passent à la bibliothèque. Et on observe qu'en fait, plus il fait beau et chaud, plus ils passent du temps à la bibliothèque. Ce qui voudrait dire que vraiment, ils fuient la chaleur, ils ne veulent surtout pas aller faire des grillades, alors qu'on observe que c'est difficilement le cas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, il y a une variable qui est omise, c'est qu'on ne prend pas en compte dans cette analyse qu'en été, il y a les examens à l'université. Et donc, en fait, ils ne vont pas être dehors parce qu'il fait de plus en plus beau, être dans la bibliothèque parce qu'il fait de plus en plus beau, mais simplement parce qu'on est de plus en plus près des examens. Et typiquement, là, on pourrait dire qu'il y a cette corrélation, mais en fait, clairement, ce n'est pas causal et c'est biaisé par une variable qui n'a pas été prise en compte. Et voilà deux exemples assez simples. Un exemple peut-être dans le monde de l'entraînement, ce serait que si on fait une étude de prise de masse musculaire, par exemple, et qu'on ne contrôle pas pour le nombre de calories qui a été prise par chaque personne chaque jour pendant l'étude,
en sachant que bien sûr le- la quantité de calories totale après ça va dans plus de détails, mais en gros, si Mhm, on mange pas assez, ça va être très très difficile de prendre du muscle pour le dire très très simplement. Et donc, si mhm, on contrôle pas pour cette variable-là, eh ben, on va pas pouvoir dire que tel ou tel protocole était mieux que l'autre. Pareil, je pense en nutrition, qui est, à mon avis, un des champs les plus complexes à étudier, parce que justement, tu parles de tout est multivariable, encore plus en nutrition, parce qu'on sait, par exemple, simplement que le sommeil a un effet sur la façon dont on métabolise le glucose. Et donc, si on fait une étude sur quelque chose qui tourne autour de ça et qu'on ne contrôle pas pour le sommeil, par exemple, eh ben, on peut avoir des résultats qui ne vont pas nécessairement nous donner les informations qu'on recherche ou qui ne vont mhm, pas être, entre guillemets, mhm, vrais ou justes du fait qu'on n'a pas contrôlé pour ces variables-là. mhm. Tout à fait. Alors, deux choses. Si les deux groupes sont complètement aléatoires et que le traitement ne va pas être lié au sommeil, en fait, potentiellement, il ne va pas y avoir ce biais. Mm. Même si, en fait, parce qu'en fait, de nouveau, c'est quelque chose qu'on peut démontrer statistiquement, c'est que l'aléatoire va régler beaucoup de choses si on arrive à allouer, c'est quelque chose qui est central, allouer le traitement aléatoirement. C'est-à-dire qu'évidemment, si on donne le traitement à ceux qui dorment mieux, ça ne va pas aller parce qu'il y a deux choses qui bougent en même temps. De nouveau, c'est pour se rappeler à cette idée, il faut les mêmes individus, même histoire parallèle, il y a juste une chose qui change, c'est le traitement. Tout le reste doit être identique ou du moins en moyenne d'être identique. Et en effet, du coup, si on a assez de variabilité et des gens dans le groupe de traitement et dans le groupe de contrôle qui vont plus ou moins bien dormir, en fait, ces différences vont s'annuler en moyenne. Mm. Et donc, si c'est le cas, on n'a pas besoin de séparer cet effet et de capturer l'effet du sommeil ici parce il est réglé par l'aléatoire, en fait, si on veut. À moins que ce soit un point qui nous intéresse dans cette étude, évidemment. Mais on en revient du coup à la taille de l'échantillon. Et s'il n'est pas suffisant, eh ben, cet effet ne va pas nécessairement être assez important pour annuler ces différences, c'est ça? Non, exactement, exactement, c'est très très juste. En effet, si on a un échantillon de 10 personnes, la probabilité que peut-être les 10 dans un groupe soient tous les bons dormeurs ou les mauvais dormeurs, c'est beaucoup plus important que si c'est un échantillon de 100, en fait. Donc Mm. vraiment, en effet, c'est super important. Et je pensais à un autre exemple qui m'a échappé, c'est pas grave, ça reviendra. Ça reviendra. Donc, pour passer à la chose suivante, une chose que tu as mentionnée d'ailleurs précédemment quand tu parlais des revenus en Suisse, par exemple, donc l'asymétrie et la sensibilité aux valeurs extrêmes. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus? Parce que, à mon avis, c'est un sujet qui est assez intéressant et encore une fois, pour essayer d'amener ces informations au plus de monde possible pour que les gens en soient conscients au moins quand ils regardent quelque chose. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de ce concept-là en un peu Mhm, plus de détails? mhm. Oui, c'est clair. Et du coup, mini parenthèse, c'est que je me suis T'as rappelé de retrouvé ta l'exemple qui pensée est. là? Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, tu parlais de nutrition, à quel point c'est difficile, et je trouve que c'est l'exemple parfait. Moi qui n'ai Mmh. jamais fait de recherche, évidemment, sur ces choses, mais en fait, c'est quelque chose qui est très simple et que j'ai pu observer dans le monde du fitness ou partager, c'est des gens qui font vraiment la promotion d'un mode, d'un régime. Le régime carnivore, le régime vegan, etc. Ils disent ah mais et l'exemple typique c'est depuis que je fais tel régime, souvent des régimes très très stricts, et de nouveau j'ai des connaissances absolument pas professionnelles là-dedans, c'est mon pauvre savoir qui le fait, et vous serez tous plus juges de savoir si c'est correct ou pas, et certainement toi. Euh, et ils disent voilà, j'ai plus de problèmes d'inflammation, etc. Ça a grandement réduit, etc. Parce que j'ai ce régime carnivore, j'ai ce régime vegan, j'ai tel ou tel régime paléo, j'en sais. Et en fait, ce qui se passe là, c'est qu'ils associent typiquement dans un régime carnivore, les gens vont dire, c'est l'exemple le plus simple. Parce que je mange que de la viande c'est bien, c'est ça qui me sauve, et donc c'est ça l'effet causal, c'est en fait la viande c'est bon. En fait, ce qui se passe potentiellement ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est pas seulement ils ont augmenté la proportion de viande dans leur régime, c'est que vu qu'ils mangent plus que ça, ils ont coupé des choses. Et potentiellement, c'est pas le fait de manger de la viande, mais peut-être c'est parce qu'ils mangent pas des choses qui tendent à être inflammatoires. Ou de nouveau, c'est des exemples, il faut le prendre avec vraiment un grain de sel, étant donné que je suis pas du tout dans ce domaine, mais peut-être c'est plutôt parce qu'ils ont coupé le gluten, le lactose et ce genre de choses Mmh. qui fait qu'ils se trouvent dans cette situation. Et de nouveau, donc pour les régimes, ça va être extrêmement compliqué de garder, comme tu l'as dit, le nombre de calories totales fixe tout en faisant varier le régime, et pour être sûr qu'il y a un seul facteur qui change à la fois. Donc c'est extrêmement subtil à faire. Mmh. Voilà. Et